Bonjour tout le monde. Je voulais d'abord remercier Isabelle et Martin de m'avoir nommée directrice honoraire et de m'avoir invitée. Vous savez, le projet Sa vie, la chaire, ça a été quelque chose qui, pour moi, est resté inachevé parce qu'il y a eu je vais être assez émotive, il y a eu comme un maelstrom de circonstances et des fois collectifs et individuels. Collectif, c'est la COVID, individuel, c'est des sérieux problèmes de santé et de vieillissement, ça c'est pas en soi un problème, mais ça a coïncidé et donc j'ai dû prendre ma retraite et donc c'est Martin et Isabelle qui ont pris le relais et qui ont achevé ce magnifique projet et je les remercie énormément. Heu je suis donc à la retraite depuis maintenant, 4 ans, 3 ans, janvier 21, mais en même temps de revenir ici, ça me permet de clôturer justement, ce projet et de faire le point. Je reviens donc dans cette présentation un petit peu sur ma trajectoire assez atypique. Bon, ça ne marche pas? OK. Bon, je ne reviendrai pas en détail sur ma trajectoire, mais un petit peu pour les personnes qui la connaissent pas, parce que c'est quand même assez atypique et le titre de la présentation invite à revenir sur cette trajectoire, qui a commencé plutôt par l'activisme, et qui aboutit à la recherche, des éléments d'un bilan très positif selon moi. Ensuite, une réflexion que je vais vous proposer sur justement l'échange entre ce qu'on appelle la science, que moi je préfère appeler des savoirs ou des connaissances, puisqu'il n'y a pas de la science comme telle, le politique et l'action communautaire. Donc voici, et en conclusion, mais comme je disais, moi j'ai jamais de conclusion, j'haïs les conclusions, j'haïs les conclusions, j'haïs les conclusions, et je n'aurai plus à faire de conclusion de ma vie. Merci. C'est pourtant assez simple, hein, puis je guidais les étudiants, mais bon. J'ai une trajectoire, en fait, j'ai milité, j'ai raconté ça ailleurs, j'ai milité assez jeune, hein, 1 manif à 16 ans, à Yorkville parce qu'il y a un petit chien qui s'était fait tuer, fait qu'on voulait piétoniser Yorkville à Toronto. Là, les policiers s'en sont mêlés, là, on a protesté sit-in contre la répression policière. Ça a continué comme ça, mais il y a eu une période de ma vie où mon militantisme s'est transformé. Puis j'ai continué d'appeler ça du militantisme, heu, parce que ça s'est transformé, parce que j'ai fait ma thèse, par intérêt sur l'histoire des lesbiennes dans les années, 50-60 à Montréal. C'était pas un plan de match, là, c'était pas une carrière planifiée. J'ai fait ma thèse parce que ça m'intéressait. J'étais dans l'enseignement collégial, sans je veux dire, ça on peut pas enseigner 40 ans, sans avoir d'autres choses qui viennent nous stimuler. Donc ça, c'était une passion et après cette période-là, j'ai fait beaucoup de choses pour développer les études gays-lesbiennes. J'ai développé des cours, notamment. J'ai enseigné à Concordia, j'ai enseigné un cours en histoire de l'homosexualité. J'ai commencé aussi avec des petits projets de recherche avec le service aux collectivités qui est ici représenté, donc 2 petits projets de recherche, qui m'ont amené ensuite à appliquer pour des recherches, subventionnées. Mais j'étais pas à l'université là, hein, j'étais toujours prof de cégep, donc je combinais toutes sortes de congés. J'ai à peu près épuisé toutes les sortes de congés possibles et imaginables qui est possible d'avoir pour un prof de cégep. Heureusement, on avait des bonnes conventions à cet égard et donc j'avais des assises matérielles, solides, OK? Mais donc j'ai, commencé à faire des recherches subventionnées sur des discriminations au milieu de travail. J'ai aussi beaucoup investi, puis c'est là que je n'irai pas dans le détail, dans des colloques de toutes sortes. Le colloque La Ville en rose, premier colloque en études, gay, lesbienne, je dirais, même si maintenant on dirait LGBT, en 92, Concordia UQAM. Je retracerai pas tout ça parce que la liste est longue, et en plus, c'est un peu désordonné parce qu'à l'époque, je faisais pas de CV parce que je pas de raison de faire de CV, fait que je prenais pas note en général de ce que je faisais, mais je garde mes papiers, je suis gardeuse de papiers. Donc j'ai travaillé et j'appelais ça mon c'est-à-dire je travaillais d'un côté, puis j'appelais ça mon militantisme parce que c'était quelque chose que je faisais pour la passion, d'une part. Je faisais ça aussi par conviction parce que moi, je suis la plus vieille ici, là, hein. J'ai vérifié, même Thierry est plus jeune que moi, donc vraiment, je suis la plus vieille.
C'est 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 ça et donc je viens d'une période où on était qualifiés de malades mentaux. Moi, j'ai étudié au cégep, les tout premiers cégeps, puis dans mon cours de psychologie, c'était la liste des déviances sexuelles, puis il y avait l'homosexualité, le lesbianisme, donc je viens de ça et donc pour moi, c'était très important de dénoncer ces savoirs-là, qui nous pathologisaient, qui pathologisaient l'homosexualité et la transsexualité, et de développer aussi des ce qu'on a appelé au début des contre-savoirs, c'est-à-dire d'autres savoirs qui venaient, qui étaient puisés de nos histoires, de nos vies, de nos expériences. Et donc c'était aussi gratuit ou sous-rémunéré, ce qui faisait partie à l'époque du militantisme, parce qu'il n'y avait pas de militantisme rémunéré à cette, époque-là. Il faut s'en souvenir, ça va faire partie de mon plan. Bon, éventuellement, ça a changé, il y a des choses ont avancé, ça a beaucoup progressé. Je suis rentrée en poste à l'UQAM en 2009 et la chaire de recherche a été créée en 2011. C'était à l'intérieur du le premier plan de lutte contre l'homophobie. J'ai pris ma retraite en 2021. Alors, comme vous voyez, c'est une carrière assez courte. Euh, et maintenant, je suis à la retraite. Donc, depuis 3 ou 4 ans, je le répète, mais c'est parce que je vais vous dire aussi que je suis un peu sortie du monde militant, du monde jeune militant. Donc, je fréquente maintenant des gens qui sont généralement progressistes, mais beaucoup moins le milieu militant LGBT, proprement dit. Ça teinte, je crois, mon discours. Alors, la carrière, c'est magnifique, tu sais, c'est pas planifié. Je finis à l'université, j'appelle ça une carrière, c'est un bilan très positif, j'appelle ça une carrière accélérée, un peu échelée aussi, c'est pas une carrière bien menée, tranquillement, pas vite, où on bâtit sur les acquis. C'était un petit peu à gauche, à droite, on savait jamais de ce qui s'en all où on s'en allait, c'était un peu intensif parce que je disais oui à tout, parce que je voulais beaucoup développer le champ. Donc ça a été beaucoup de défis, puis ça a été des défis en accéléré. Comme je racontais il y a 2 jours, c'est comme dans le métier de rechercheur et de direction d'équipe de recherche, il y a toutes sortes d'apprentissages, puis moi, je les ai faits sur le tas, à la va-vite des fois. Des fois, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je le vois mieux. Mais bon, j'avais pas beaucoup de temps parce que, même si j'avais pas été malade, j'avais pas 30 ans devant moi, donc il fallait avancer. Et là-dessus, je trouve que c'est bon, j'ai bien fait, je suis bien contente de moi. Heu, oups, là, il faudrait que je recule. Attends un peu. Le développement du champ des études LGBT. Écoutez, quand moi je suis partie, je suis à peu près faire une thèse sur les lesbiennes dans les années 80. D'abord, ça veut dire que tu fais un coming out perpétuel à chaque cours quand tu parles de ton projet de recherche. Et ça veut dire que tu es amené aussi à critiquer les savoirs qui existent. Constamment et tu as pas grand-chose sur lequel t'appuyer. Si je fais le bilan, là, je suis vraiment dans le bilan, donc sur 4 décennies, c'est fantastique. Je veux dire, maintenant, il y a des cours, il y a de l'enseignement, il y a de la recherche, il y a une expansion du champ d'études LGBT et là, je parle surtout francophone parce que quand j'ai commencé, moi, j'ai eu la chance, d'être accompagnée par quelqu'un qui était d'origine anglophone et donc le champ se développait aux États-Unis, au Canada anglais, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, mais donc du côté anglophone et non pas du côté francophone. Et moi, j'ai toujours poursuivi comme fil conducteur de le développer du côté francophone. Mais j'aurais pu aller du côté anglophone. J'avais travaillé à Concordia, mais je n'ai pas voulu m'enraciner là. Donc, le champ est devenu légitime. Les étudiants peuvent avoir accès à des ressources documentaires, des ressources professorales, des ressources financières à des niveaux inégaux selon l'université fréquentée, selon les départements, tout ça, mais c'est possible. Il y a encore 25 ans, les étudiants de maîtrise que je côtoyais se faisaient recommander de ne pas faire leur maîtrise sur de tels sujets. Et ils étaient automatiquement étiquetés comme gays ou lesbiennes, même celles qui ne l'étaient pas. Bon, on discutait de ça pour les protéger, mais l'étiquette était automatique. Donc, c'est possible donc maintenant de faire des études. Il y a aussi toutes sortes de formes de diffusion de ces études. Sa vie en est un bon exemple. Et on prend aussi compte de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres dans d'autres projets de recherche. Alors, pour moi, c'est important aussi. Il y a des recherches sur le vieillissement, il y a des recherches sur les violences sexuelles. Et maintenant, de plus en plus, on va prendre en compte la diversité sexuelle, la pluralité des genres et inclure ça dans
des fois, c'est un petit peu sommaire, mais ça fait rien. On tient compte de cette population-là dans les recherches gouvernementales, aussi dans les enquêtes gouvernementales. Bon, il serait possible de faire un portrait plus rigoureux, mais je suis à la retraite, hein, fait que c'est mes observations. Hem ce portrait est extrêmement positif. Ça nous donne des bases, je pense qu'il y a des bases solides, même si on peut craindre que les programmes subventionnels soient moins généreux, qu'il y a des manœuvres qui pèsent sur les groupes communautaires, mais aussi sur le milieu de la recherche, associé au woke, mais il reste quand même que ce sont des acquis qu'il faut nommer. Moi, je mets 2 bémols à ça. Un premier, que moi, quand j'ai commencé, c'était beaucoup l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques qui étaient représentées. Et actuellement, du moins au Québec francophone, on trouve plus une concentration de disciplines de psychologie, travail social, sexologie, qui sont devenues prépondérantes. Et une des choses que ça fait, c'est que les cadrages des thématiques de recherche focalisent sur les individus. Le contexte, dans le sens où, oui, un contexte qui est oppressif, il y a des violences qui sont faites aux individus, il y a des obstacles à la réalisation de leur projet de vie, il y a des formes de résilience, mais quand même, les cadrages sont plus en train de se focaliser sur les individus. Il se crée moins de connaissances sur les contextes historiques, culturels et politiques plus globaux. On a eu la présentation de Valérie qui est comme plus une exception. Là. Il n'y a pas beaucoup de travaux en sciences politiques. Il y a peu de travaux sur les mouvements sociaux eux-mêmes, leur lutte, leur victoire, leur recul. Il n'y a pas non plus beaucoup de travaux qui permettraient de suivre les dynamiques qui façonnent les transformations des identités. On sait, moi, puis là, excusez-moi, hein, d'abord c'était gay, gay, lesbienne. Là, on a remis le lesbienne avant gay. C'était un peu symbolique plus que d'autres choses. Puis là, c'est devenu LGBT de clients. Puis là, ça s'allonge. Puis là, donc, ça, c'est un phénomène en soi à analyser puis à comprendre. Il y a peu de réflexion là-dessus. Les liens entre ça, puis les modèles de masculinité-féminité, les modèles familiaux. Il y a peu de travaux aussi sur l'impact des espaces de socialisation que sont les médias sociaux et le rôle des économies capitalistes dans l'expansion des singularités identitaires. Parce que qui dit médias sociaux dit aussi économie capitaliste. Je m'excuserai, c'est brutal, mais c'est ça. Puis là, j'ai mis un bémol au bémol. Il y a le laboratoire animé par David Meij, je ne sais pas s'il est encore ici, qui porte sur les mutations contemporaines des cultures LGBTQ+, et qui devrait produire aussi des travaux à un autre niveau. Bref, je trouve que ça, on manque de capacité d'analyse politique et économique, d'historicisation, d'études comparatives dans le temps, mais aussi à travers différents contextes sociaux. Et ces études-là sont précieuses. Par exemple, on l'a vu tout de suite, là, Valérie, beaucoup de gens se sont reconnus, oui, telle stratégie multipartisane, ça nous aide à réfléchir, puis on a besoin de ça pour réfléchir dans ces temps où il y a la montée des droites et des extrêmes droites. Deuxième bémol, il y a peu d'enracinement des études lesbiennes. Que ce soit du côté des études féministes ou des études LGBTQ, ces études-là sont beaucoup moins développées et approfondies. Là, par étude lesbienne, bon, moi aussi, j'aurais des définitions plus larges que ce que j'aurais, que même ce que j'ai écrit dans certains textes. Pour moi, c'est des femmes qui aiment d'autres femmes, que ces femmes-là soient cis ou trans, mais elles occupent un positionnement qui est un positionnement social qui est doublement décalé, qui est décalé parce qu'il y a une non-conformité aux normes sexuelles et de genre, mais il est aussi décalé parce qu'il y a une infériorisation sociale comme femme, consécutivement aux inégalités structurelles de genre, lesquelles sont aussi souvent conjuguées à d'autres inégalités. Et même quand on choisit, on pourrait. Bon, je sais qu'il y a des trans français, Pauline Clochec notamment, qui parlent de transfuge de classe de sexe, mais on est défini, qu'on fasse le transfuge ou qu'on soit né femme biologique, on est défini par la catégorie sociale des femmes et par notre assignation à une catégorie socialement définie et socialement infériorisée. La notion de lesbophobie qui fait référence à ce double positionnement est rarement entendue et rarement exploitée, que ce soit dans le monde universitaire ou dans le monde militant. Je trouve aussi que le fait de ne pas avoir ça, bon, il y a de s'intéresser aux femmes, il y a des enjeux de santé qui sont différents, il y a des sur le plan empirique, mais c'est aussi qu'il y a une réflexion critique sur l'hétérosexualité qui s'est perdue et une réflexion critique sur l'ordre du genre. C'est-à-dire qu'on est dans, j'entends par là, puis là c'est une définition sommaire, mais de la notion systémique de genre, c'est-à-dire la production de différences
de catégories différenciées et hiérarchisées, des catégories mutuellement exclusives, c'est ce qu'on appelle binaire. Et il faut dénoncer la binarité, mais il faut dénoncer aussi le fait que, c'est la vieille féministe qui s'exprime, que ce sont des catégories hiérarchisées. La différenciation permet de créer la hiérarchie. Donc, elle sert essentiellement à ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose, c'est peut-être un fil qui nous permettrait aussi d'unifier, de penser et d'unifier certaines luttes. Les gens qui ne rentrent pas dans les catégories, les gens qui changent de catégorie, mais aussi de tenir compte des luttes des personnes qui sont assignées aux catégories 6 et qui continuent de se définir tout en les modifiant. Je pense que si on pensait plus largement le genre, et là, je ne veux pas exclure, c'est au contraire de vouloir élargir cette réflexion-là pour mieux lier les luttes. Bon, c'est mes petits bémols, hein? C'est mes petits bémols. Jamais contente, féministe, c'est jamais contente. Alors, voilà. Euh, mais j'espère que ça va. Puis en fait, des études lesbiennes, il y en a, mais c'est moins. Je veux dire, les projets que je connais, c'est plus communautaire, donc c'est plus fragile en termes de financement, c'est moins institutionnalisé. Ça risque de sauter là, avec les transformations fédérales. Maintenant, la réflexion sur le thème de la journée, qui est sciences politiques, action communautaire. Alors, j'ai emprunté une notion que je ne suis pas en sciences politiques, j'espère que je ne me fourvoierai pas trop, mais c'est une notion que j'emprunte pour un peu cadrer ma réflexion. Ça s'appelle la notion du triangle de velours. C'est une notion qui a été proposée par une politologue belge qui l'a pris pour examiner, en fait, attendez un peu, là, je vais aller prendre ma page 5, 6, prendre mes lunettes aussi, ça va aider à mon âge. Bon, la notion de triangle de velours, en fait, c'est une notion qui a été utilisée pour, là, je vais lire, décrire les alliances triangulaires entre des féministes rattachés à l'État, élus ou technocrates, des féministes rattachés au mouvement des femmes et des experts du milieu universitaire. Donc, on a le politique, le communautaire et la recherche. Et la notion permet de décrire les interactions et collaborations entre ces 3 pointes d'un triangle. Et l'idée, c'est que c'est parce qu'il y a eu des interactions et des collaborations entre ces 3 points qu'il y a eu des avancées rapides sur le plan législatif et politique pour les femmes dans les institutions européennes. Donc, elle s'intéressait aux institutions européennes, la mise sur pied de l'Union européenne. Et donc, la relation triangulaire et les collaborations triangulaires, ce qui suppose évidemment qu'il y a une certaine institutionnalisation des mouvements sociaux. Il y a une formation d'alliance entre le militantisme, recherche et milieu politique, et c'est ce qui a permis d'avancer rapidement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle triangle de velours. Le modèle a été appliqué aussi aux luttes féministes au Québec, le droit à l'avortement et les luttes pour l'équité salariale dans un article dont vous trouvez la référence. La notion est utile pour décrire ce qui, en tout cas pour moi, pour dire, ramasser là, ce qui s'est passé au Québec depuis le début des années 2000, parce que je pense qu'il y a un triangle de velours LGBT qui a émergé, qui s'est constitué. Il y a eu des collaborations fructueuses entre des groupes militants, le milieu de la recherche, et éventuellement, surtout à partir de la décennie 2010 et la politique gouvernementale, ceux et celles qui étaient là... la présentation de M. Tessier de la Commission des droits de la personne a retracé un certain nombre de jalons de ça. Et donc, on a pu voir qu'il y a eu création ou consolidation de chacune des 3 points du triangle, c'est-à-dire une formalisation, une professionnalisation du milieu communautaire, une formalisation, une création du milieu de la recherche, création de la chaire de développement du centre d'études et la création d'un bureau de lutte comme instance de coordination. Comme instance, il y a eu une institutionnalisation aussi des liens entre le politique et le communautaire. On le voyait tantôt quand on parlait de canaux, de canaux qui existent, qui sont difficiles, qui sont inégaux, etc. Mais moi, mon souvenir, c'est qu'en 90, on avait une rencontre. On essayait juste de trouver quelqu'un à santé, services sociaux pour dire à quelle porte on cogne. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Il n'y avait personne. Il y avait eu une belle orientation, un rapport orientation ministérielle, hein? Mais c'était ces tablettes, il n'y avait absolument personne responsable de ça. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas ces canaux-là. Donc,
ces canaux-là se sont mis en place et se sont institutionnalisés. Et même chose avec le milieu de la recherche. Entre le milieu de la recherche, c'est de la recherche partenariale en bonne partie. Donc, il y a des canaux qui se font. La recherche nourrit les réflexions des décideurs. Donc, il y a vraiment une relation triangulaire qui s'est installée. Au Québec, c'est un mode de gestion politique qui n'est pas propre au milieu LGBT, parce qu'on le voit aussi sur d'autres thématiques où on associe action gouvernementale, milieu communautaire, recherche universitaire. Et je dois dire que j'y suis fondamentalement favorable. D'ailleurs, j'ai présenté ça souvent à l'étranger comme un beau modèle avec toute ma fierté de Québécoise. Je dis ça là, parce que je vais le critiquer un peu. Mais, euh, alors, le modèle de Woodward permet de décrire donc une relation triangulaire, mais aussi de réfléchir sur les avantages et les limites d'une telle relation. Alors, selon ce modèle, ce qui fait la force de la relation triangulaire, c'est que l'alliance entre les trois pôles peut se maintenir parce qu'ils sont interdépendants l'un de l'autre et chacun d'eux tire des bénéfices de la relation triangulaire. Il y a des apports mutuels. Exemple, les universitaires gagnent la reconnaissance et de la légitimité pour leur champ d'études. Leur sens de l'innovation, leur expertise sont reconnus par les pouvoirs publics, voire par les médias, par leur institution d'attache. Ma carrière atypique et échevelée en témoigne. Je bénéficie des alliances qui sont faites avec le milieu communautaire et avec le milieu politique. Je donne mon exemple parce que je ne veux pas nommer personne. De leur côté, les militants, le milieu communautaire se professionnalise, ça a été dit tout à l'heure. Donc, les organismes communautaires obtiennent du financement qui leur permet d'assurer leur subsistance et de remplir leur mission. Ils accèdent aux lieux de pouvoir, ou du moins disposent de plusieurs chemins pour faire valoir leur demande et influencer l'agenda politique, des canaux formels et informels de communication auprès des fonctionnaires, un accès potentiel, mais plus difficile aux personnes qui sont réellement décisionnelles, c'est-à-dire les ministres et les autres élus. Mais leur présence et leur rôle de représentation des personnes LGBTQ+, est reconnu et légitime lors de consultations publiques ou parlementaires. De l'autre côté, c'est triangulaire. Alors, ils ont aussi accès à des savoirs scientifiques qu'ils peuvent reprendre et s'approprier pour faire valoir leurs revendications et ainsi accroître leur crédibilité. De leur côté, les fonctionnaires obtiennent un emploi qui reflète leurs convictions, parce que c'est difficile d'être à ce genre de poste sans avoir un peu de conviction autour de ça. Ce n'est pas les postes pépères de la fonction publique. Ils retirent un certain statut en se faisant le relais de revendications sociales et en aidant les élus à concevoir des réponses à la fois innovantes et mesurées. Hein, ils ne sont pas là pour faire la révolution, les gouvernements. Donc, des réponses innovantes, mais mesurées aux demandes des mouvements sociaux. Le rôle des fonctionnaires, c'est aussi d'aider les élus à élaborer un discours qui légitime les nouvelles lois et les politiques mises en place, en se référant aux principaux paradigmes de justification de l'action gouvernementale. Dans notre société, c'est le droit et la santé principalement, et la santé, ça fait appel à la science. Bref, chacun et chacune y trouve son compte. Puis je ne dis pas ça, là... je ne suis pas en train de dénoncer des choses intéressées. Je dis juste que justement, le modèle, c'est de dire, c'est parce que chacun et chacune y trouve son compte qu'on va développer ces collaborations-là parce que ça nous apporte à chacun et chacune et ça crée une relation, des relations interpersonnelles. Et c'est l'autre aspect du modèle, c'est que à travers l'exercice de ces différents rôles à l'une ou l'autre place du triangle, il va se développer des relations informelles entre les individus. Il va se développer des trajectoires personnelles qui vont faire que certains se connaissent pour avoir milité, puis ensuite vont se retrouver au bureau de lutte ou dans une place gouvernementale. D'autres ont travaillé ensemble, vont étudier ensemble, vont se retrouver soit continuer dans le milieu universitaire ou dans le milieu communautaire. Bref, il va se nouer toutes sortes de relations personnelles, informelles. Et ces relations-là vont perdurer et vont faire en sorte que même quand il y a des canaux plus formels de communication qui se rompent, on peut maintenir les liens personnels. Les liens personnels vont être maintenus et donc vont contribuer au maintien des alliances en dépit
des inégalités de pouvoir entre les places sociales occupées par les uns et les autres, parce qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est un système de places où toutes les places ne sont pas égales. Les profs d'université restent. Ils sont généralement dans une position plus privilégiée. Je pense qu'il faut se le dire et il faut être conscient de ça. Donc, les relations vont aider à adoucir et maintenir les alliances en dépit des inégalités de pouvoir et malgré les tensions qui peuvent survenir entre les pôles du triangle selon les conjonctures du moment. Bref, l'originalité du modèle est de mettre le doigt sur l'importance des solidarités informelles et de l'adhésion commune à un idéal politique. Alors, moi, je ne mettrai pas non, moi, je suis capable de faire ma petite cartographie, mes anciens élèves, les Roger Noël avec qui j'avais développé le cours Homosexualité et Société, vieille collaboration, mais c'est ça qui, d'après moi, c'est ça qui s'est mis en place. L'application du modèle de Woodward a ses limites parce que, en fait, la politologue a avancé ce modèle-là pour dire que c'est ça que ça a avancé rapidement à l'échelle de l'Union européenne, les revendications féministes, c'était ça sa question. Ça a avancé vite, on a fait des gains. Puis son explication, c'est ça. Le modèle a été critiqué et elle-même a fait son autocritique après. Et elle a dit il y a peut-être 2 faiblesses dans le modèle. C'est un modèle qui ne tient pas compte de tous les acteurs sociaux qui ont été impliqués. Et par exemple, ici, on l'a vu, puis je vois de la commission qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas un élu, qui n'est pas un technocrate, mais qui a été un allié extrêmement précieux dans les luttes LGBT ici. On peut parler aussi des syndicats, dont les comités LGBT, mais aussi le pouvoir de représentation des syndicats ont été très précieux. Donc, il faudrait complexifier un peu chaque pôle. Qui compose chaque pôle, de qui on parle? Deuxième faiblesse du modèle, donc, il y a du monde, des acteurs qui ne sont pas là, mais aussi on laisse dans l'ombre des facteurs liés à la conjoncture politique. Par exemple, je vais parler pour ma période, c'est sûr que quand il y a eu le processus de concertation tripartite qui a mené à l'adoption de la politique gouvernementale de lutte contre l'homophobie, c'est sûr qu'on avait un gouvernement libéral qui voulait montrer sa bonne foi pour les dossiers LGBTQ, alors que c'était le Parti québécois qui avait toujours eu le leadership là-dessus à l'échelle provinciale. Donc, il y a des facteurs de conjoncture politique, de positionnement des partis entre eux qui vont aussi influencer positivement ou négativement les succès ou les insuccès politiques. Bref, le modèle ne suffit pas. C'est sérieux, mon affaire, hein? Je pensais pas que je partirais dans aussi sérieux que ça, mais j'ai travaillé un petit peu quand même. Bon, maintenant, ma critique et un peu mon message. Deux écueils que moi, je trouve dans ce modèle. Je trouve, fondamentalement, j'ai travaillé à mettre ça en place. Là, hein. J'ai formé des étudiants. Je veux dire, je crois à ce modèle-là, fondamentalement. OK? Et je trouve que c'est une bonne façon d'avancer. Je ne suis pas en ligne avec des positions, par exemple, plus radicales ou de rupture avec le politique ou de contestation toujours externe du politique. Parce qu'à un moment donné, il faut aller vers le pouvoir pour avoir le pouvoir décisionnel, pour changer des choses, pour changer des lois. Donc, j'y crois fondamentalement. Mais un danger, c'est celui de finir par fonctionner en circuit fermé. La relation est bonne dans le triangle, on s'entend bien, on a des camaraderies, on a des relations informelles, on se fait des apports mutuels, on a besoin les uns des autres. Mais à un moment donné, c'est que l'action politique, elle se fait là-dedans. J'avais mon cher ami Ross Higgins qui m'a beaucoup soutenu pour mon doctorat, appelait ça le mandarinat du mouvement LGBTQ. Il a fini par me pardonner d'être devenue une mandarine du mouvement, mais au début, je vous assure qu'il prenait mal. C'était un vieux militant de la base, le cofondateur des Archives gays, qui est un groupe de la base. Voilà. Je pense que c'est un danger réel, c'est-à-dire qu'il peut, à un moment donné, s'établir une confusion entre les organismes communautaires, qui sont les organismes financiers reconnus par l'État, et le mouvement social lui-même, où la base, puis là, j'ai un vocabulaire un peu vieux jeu, vous allez m'excuser, la base militante élargie du mouvement, c'est-à-dire les dizaines, les centaines d'individus, les groupes peu formalisés, non financés, mais dont l'appui politique est essentiel. Si les revendications ne sont pas reprises par cette large base dans les familles, dans les milieux de travail,
l'action politique du triangle est fortement limitée. Est-ce que cette base militante reste engagée? Est-ce qu'on s'assure d'un fonctionnement qui laisse place aux préoccupations de cette large base? Est-ce que les volontés, les intérêts du communautaire plus organisé, puis de ces groupes-là sont de cette mouvance, je ne sais plus trop comment l'appeler parce que base militante, ça ne se dit plus. Est-ce qu'il y a toujours une convergence? Est-ce qu'on la prend pour acquis? Est-ce qu'il y a des lieux, des espaces de rencontre? On a mentionné un moment donné que c'est le fun de se voir, puis le fun de se parler. Même question d'état généraux. Est-ce qu'il y a des espaces pour se parler largement? C'est une question de représentation démocratique, mais c'est aussi une question que si il faut regarder les conséquences si l'action politique se focalise sur la poursuite d'un dialogue entre experts, experts communautaires, experts universitaires, experts technocrates, à l'intérieur d'un circuit relativement fermé de triangles de velours. Ça peut être problématique parce qu'on ne développe pas de discours public qui s'adresse à d'autres interlocuteurs. Et là, c'est vraiment mon message. Il faut s'encourager, nous. Mais comme je vous dis, moi, là, je vois du monde qui me pose toutes sortes de questions, qui m'exprime toutes sortes de réserves. Et je pense qu'on a besoin de développer un discours. Il y a le travail avec la droite, l'extrême droite, puis on sait qu'ils instrumentalisent, ça a été dit, puis c'est bon de se le rappeler, ils ont des moyens énormes, ils instrumentalisent cette question-là pour masquer des intérêts réels. Je veux dire, aux États-Unis, là, vous avez vu les mouvements de la bourse, hein? Il y en a qui ont fait de l'argent là, juste à gagner les élections. Des intérêts économiques capitalistes majeurs là-dedans. OK? Puis les questions sont là, l'instrumentalisation des woke, du woke, ça sert à toutes sortes d'autres intérêts. C'est vrai. Puis dans ce sens-là, on se dit, bien là, tu sais, je ne veux pas passer ma vie à le répondre. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'alliés potentiels qu'on ne va pas chercher, selon moi. Et c'est, comme je vous dis, mon expérience depuis que je suis un peu plus loin et que je fréquente des gens, puis je vous dis, mon monde est quand même du monde progressiste, là. L'enjeu, c'est qu'à long terme, il va y avoir un affaiblissement du pouvoir d'influence sur les décisions politiques, de ce qui sera perçu si les vents deviennent contraires comme un simple lobby d'intérêt. Bref, l'efficacité du triangle est fragilisée lorsqu'on ne tient pas compte du rapport de force politique globale et des conjonctures particulières. Une autre leçon, puis là, je fais la morale, vraiment, c'est de comprendre les rôles respectifs dans ces rapports triangulaires. C'est-à-dire qu'il y a des rôles, puis ça a été soulevé à différentes reprises. Des fois, on va mélanger les rôles. On va avoir... mon Dieu, j'hésite à donner les exemples, mais je vais les donner quand même. OK, je vais donner des exemples militaires, je vais donner des exemples de chercheurs, mais comme ça, je vais... Des fois, on voit... Avant ça, je vais prendre ma précaution. Le projet SAVI a encore 1 an pour faire de la diffusion et du transfert de connaissances et rendre des connaissances scientifiques appropriables. Et ça, c'est une étape extrêmement importante. Parce que des fois, on assiste à de l'appropriation des études scientifiques où on va chercher plus, là, il y a des études, mais on ne maîtrise pas vraiment tout à fait. Puis le problème, c'est qu'on décrédibilise à ce moment-là. On n'est pas plus crédible. Je vous donne écoutez, ça me tape ses nerfs depuis au moins 25 ans, le maudit 10 %. Le maudit 10 %. Je répète, le maudit 10 %. Vous savez d'où ça vient, le maudit 10 % Kinsey? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des rapports Kinsey? Est-ce qu'il y en a qui les ont déjà lus? Allez chercher là le 10 % là-dedans, il n'existe absolument pas. Puis nous dire c'était un anti-binaire. Lui, il ne croyait pas du tout dans les catégories, il croyait dans décrire l'immense diversité humaine. Il a commencé par les papillons, je pense, puis après ça, il est allé à la sexualité humaine. Fait que c'est des militants dans les années 70 qui ont joué dans les chiffres, puis qui ont trouvé ça, ils l'ont appliqué aux hommes gays. Les lesbiennes ont dit, ben nous autres. Puis on dit, ben oui, gays, lesbiennes, 10 %. Après ça, là, on est rendu à 10 % LGBTQI. Ce qui m'irrite là-dedans, c'est que scientifiquement, ça ne tient pas la route. On ne sait pas de quoi on parle. Quand on chiffre des chiffres, il faut être capable de les maîtriser puis de dire d'où ils viennent. Si on cite la dernière étude
de sa vie, ou la dernière étude sur les jeunes, ou les études du GRI Montréal, il faut être capable de citer. Et sinon, on trouve d'autres arguments parce qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'on doit respecter des droits juste parce que c'est 10 10 c'est un chiffron, hein? On sait que ça, ça se retient bien, puis c'est pour ça que c'est si populaire, le 10 ça a l'air scientifique, puis c'est un chiffron. Fait que ces deux affaires-là ensemble, là, vous êtes gage de succès. Mais c'est peut-être pas le seul argument à faire valoir. Est-ce que les droits, ça s'applique juste au... Qu'est-ce que j'ai brisé, là? Ça s'applique plus juste si on est 10 ou plus. Pensez à ça, là. Il y a bien du monde qui n'auront plus de droits, là, parce qu'ils ne font pas 10 C'est peut-être pas une logique qu'on devrait encourager. Bon, ça, je le dis parce qu'il m'énerve depuis longtemps, mais des fois, c'est des arguments naturalisants, essentialisants. Puis ça aussi, je les trouve dangereux. Affirmer que les homosexuels ont toujours existé, que les personnes trans ont toujours existé, c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'homosexualité dans l'espèce humaine et c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'organisations du genre. Je veux dire, il y a des sociétés, tu sais, les hommes, les femmes vivent à part. Il y a vraiment toutes sortes d'organisations. Des gens, il y a des troisièmes genres en Inde depuis des siècles. Mais de dire ça a toujours existé, d'un, ça a un effet naturalisant. Et de l'autre, c'est peu respectueux pour les autres sociétés. Si on dit ça, c'est parce qu'on ne va pas chercher c'était quoi les Hijras, c'est quoi leur histoire propre. Fait pour moi, ça ne répond pas à la curiosité qui va avec la science. Autre affaire qui m'énerve, je les passe toutes, même si je répète. Quand on veut expliquer que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, c'est deux choses distinctes, d'accord. Mais quand on explique l'identité de genre et qu'on rattache ça à un cerveau, puis qu'on fait un cerveau, je l'ai vu là, côté bleu, côté rose, puis une petite certaine. Bien, qu'est-ce que le message s'envoie sur un cerveau côté bleu, côté rose? Cerveau féminin, cerveau masculin, les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. On renforce les stéréotypes les plus épouvantables sur les hommes et les femmes. Et le discours de la droite. Parce que la droite, c'est ça qu'ils disent, la biologie est inscrite, puis les hommes et les femmes sont distincts de par leur biologie et donc de par leur cerveau. Donc, je pense qu'il faut... Bref, les discours naturalisants, oublions ça. Des fois, on a d'autres arguments où il faut en développer d'autres. Bon, maintenant, les chercheurs. Les chercheurs sont pas à l'abri de surestimer la solidité des résultats obtenus pour défendre leur vision de la justice sociale. Moi-même, hein, des fois, là, j'étais comme... Mais le politique fait appel à l'ardeur et aux convictions, puis la pratique scientifique, c'est l'humilité, le doute. Fait que c'est sûr que des fois, on a des tiraillements. Puis des fois, comme chercheur aussi, on peut être porté à avoir trop de chapeaux. On prend le chapeau de chercheur, on raccroche le chapeau de militant, ça paraît bien, tu sais, ça nous fait des honneurs dans certains milieux, ça nous fait gagner des points. Fait qu'on finit par prendre peut-être un peu trop large et un peu trop de chapeaux. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis, ce triangle-là, il faut qu'il fonctionne à l'intérieur d'un certain respect des rôles respectifs et de s'apprendre mutuellement à mieux exercer chacun nos rôles. Plutôt que de les approprier. Les chercheurs peuvent utiliser leur autorité symbolique en se posant comme défenseurs de tel ou tel groupe, surtout quand les groupes partenaires sont inexistants, sans voix parce qu'ils sont jeunes, trop vieux, ou c'est des groupes peu formalisés ou peu organisés, donc on parle en leur nom, puis ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas organisés, mais que ce faisant, on prend leur place puis on les empêche de s'organiser. Enfin, on ne les aide pas à s'organiser. Il y a des inégalités de pouvoir liées aux positions institutionnelles. Bref, les chercheurs peuvent ignorer ou dévaloriser les savoirs issus des terrains d'intervention. Je pense que des formes de savoir, ça a été dit, et des fois, les chercheurs on peut être portés à les ignorer. Bref, ce sont des alliances politiques, et j'achève la morale. Le triangle de velours met en valeur la force des alliances politiques qui permettent à chacun des pôles, minoritaires dans son univers, de trouver un appui dans l'existence des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque pôle-là, à l'université, ce n'est pas si évident de se faire une place dans les études LGBT, puis mieux communautaire LGBT, c'est aussi, on parle de minorités, chacun dans leur univers, mais en se soutenant et en s'entraidant, ils arrivent à se tailler une meilleure place.
en s'appuyant les uns aux autres. La notion de triangle de velours permet aussi d'explorer la complexité et la vulnérabilité de ces alliances. Elle décrit un espace caractérisé par l'interdépendance et la mutualisation des apports, d'un côté, mais de l'autre, par les tensions et possibles déséquilibres de pouvoir et d'accès à différents types de ressources. Et je pense que ça demande beaucoup de réflexivité et d'autocritique pour s'assurer que les avantages du triangle de velours prédominent euh, sur le reste. J'ai mis en deux réflexions qui peuvent aider la euh, deux références qui peuvent aider la réflexion à cet égard. Il y en a sûrement d'autres. Le problème, c'est que souvent, on est pris dans les rythmes de fou puis on n'a pas le temps de réfléchir. Bref, je trouve souhaitable que cette réflexion-là se fasse. Puis là, c'est la conclusion. Puis je n'ai pas vraiment de conclusion. Fait que si vous voulez des questions, ben,